RCJ Midi, Rudy Saada. Soyez les bienvenus dans RCJ Midi, votre rendez-vous avec l'actualité à la mi-journée, une édition qui sera, comme nous le faisons toutes les 2 semaines, consacrée entièrement à l'actualité en Israël, une actualité évidemment marquée par ces plus de 800 roquettes envoyées sur Israël et par l'opération Bouclier et Flèche lancée par Tsahal en début de semaine. Il y a quelques minutes, c'est la ville de Beth Shemesh qui aurait été visée. Nous écouterons l'analyse de Raphaël Jérusalemi, puis nous serons en ligne depuis Keren Shalom, un point de passage, un kibboutz très proche de la bande de Gaza, avec des témoins sur place, notamment Bouria, dont la maison a été détruite par une roquette hier. On évoquera aussi la tournée d'un groupe de jeunes étudiants israéliens dans les facultés, les grandes écoles françaises. Ils ont fait face pendant plusieurs jours aux préjugés antisionistes des étudiants et ils seront nos invités en studio. Et puis pour terminer, on parlera d'un moment très attendu par les consommateurs israéliens, l'arrivée des supermarchés Carrefour, une arrivée en grande pompe mardi dernier. Vous écouterez les réactions sur place et puis l'interview de Patrick Lafargue, directeur exécutif du partenariat international de la marque. Une émission à laquelle participera donc depuis Israël notre journaliste sur place, Emmanuel Ada. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi spécial Israël que l'on démarre bien évidemment par le journal. Le journal, Margot Siffer. Les titres de ce vendredi, Margot. Les tirs de roquettes ont repris ce matin sur le sud d'Israël et pour la première fois sur la région de Jérusalem. En France, Emmanuel Macron est en déplacement à Dunkerque aujourd'hui sur le thème de la réindustrialisation, enfin de la culture, avec la cérémonie des flammes hier soir qui célèbre les cultures issues des quartiers populaires. Les tirs de roquettes ont repris sur le sud d'Israël et même un petit peu plus loin, tandis que Tsahal poursuit ses frappes ciblées. Le djihad islamique a tiré de nouvelles roquettes, notamment sur Beth Shemesh, près de Jérusalem. L'une d'entre elles a été interceptée pour la 2e fois par le système de défense Front de David. Aucun blessé n'a été signalé. De son côté, l'aviation israélienne a frappé des cibles à Rafah, où 3 terroristes palestiniens ont été tués. Et dans le même temps, les sauveteurs sont toujours à la recherche des personnes disparues ou blessées après les frappes contre un immeuble de la ville de Rehovot. On dénombre pour l'heure 1 mort et 10 blessés. À noter que des pourparlers de cessez-le-feu sont en cours entre Tsahal et le djihad islamique sous l'impulsion de l'Égypte. Or, d'après un responsable politique israélien, il n'y a pour l'heure aucune intention de stopper l'opération. Voilà, on fera un point complet, extrêmement complet avec Emmanuel Ada en direct dans un court instant. Israël toujours avec un général de Tsahal qui présente ses excuses pour la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Il s'agit des premières excuses publiques à propos de la mort de cette journaliste d'Al Jazeera à Jenin en mai dernier. Quant à l'autorité palestinienne, elle a posé hier à l'occasion du premier anniversaire de sa mort la première pierre d'un musée à sa mémoire. L'actualité internationale maintenant, après 6 jours de négociations, l'armée et les paramilitaires disent accepter les règles humanitaires au Soudan. Les belligérants ont signé cette nuit en Arabie Saoudite un accord qui prévoit de dégager des couloirs pour permettre aux civils de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Plus de 750 personnes ont été tuées depuis le 15 avril, plus de 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés. Kiev affirme avoir repris jusqu'à 2 km autour de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Hier, l'armée russe avait pourtant démenti toute percée des troupes ukrainiennes dans la région en assurant que la situation générale était sous contrôle. L'Ukraine dit toutefois avoir besoin de temps supplémentaire avant une contre-offensive. Après l'attaque de la synagogue de la Griba mardi à Djerba, le parquet antiterroriste français ouvre une enquête. L'enquête porte sur la mort de Benjamin Haddad, un boulanger marseillais de 41 ans, père de 3 enfants. Elle a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure. À noter que Benjamin Haddad sera enterré à Marseille et Aviel Haddad, son cousin, en Israël. Emmanuel Macron est en déplacement à Dunkerque aujourd'hui sur le thème de la réindustrialisation. Il visitera l'usine aluminium de Dunkerque, soit le plus gros producteur d'aluminium d'Europe. Il devrait aussi confirmer l'arrivée toujours à Dunkerque d'un géant taïwanais de la batterie électrique. Au total, 16 000 emplois devraient être créés dans la ville, précise ce matin sur France 2 la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui dit ne pas craindre de concert de casseroles lors de ce déplacement.
Il y a les agitateurs professionnels d'un côté, puis il y a les habitants qui attendent des décisions de création d'emplois. Et je pense que ces décisions, elles sont très importantes pour le territoire de Dunkerque. Il y a une colère qui est là, mais elle est quand même portée par un nombre, je dirais, de personnes. Les casserolades, ce sont plutôt un nombre restreint de personnes sur chaque déplacement. Et nous, ce que nous voulons, c'est répondre à l'ensemble des Français. J'étais hier en déplacement et je suis allée au-devant de ces personnes qui manifestaient, une quinzaine de personnes. On a échangé et ils ont pu me dire qu'ils ont pu me parler de pénibilité, mais ils ont pu me parler d'augmentation de salaire. On a assez peu parlé de retraite. Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier vouloir se constituer partie civile au procès de 4 hommes soupçonnés de projets terroristes visant notamment ces meetings. Le groupe d'individus adhérés aux idées véhiculées par l'extrême droite néo-nazie, Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il se constituait partie civile pour connaître le projet d'assassinat qui se préparait contre lui entre 2017 et 2018. Le procès aura lieu en juin prochain. Le Parti socialiste et l'Association des maires de France appellent à une marche symbolique le 24 mai à Saint-Brévin-les-Pins en soutien au maire Yannick Morez. Le PS estime que jamais un élu ne devrait être obligé de choisir entre protéger sa famille et exercer un mandat public. La députée Europe Écologie Les Verts NUPES Sandrine Rousseau a également réagi ce matin sur France Info. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'extrême droite prend la confiance. C'est-à-dire que, alors évidemment, on ne sait pas si c'est l'extrême droite qui a allumé l'incendie, mais enfin, c'est des suites quand même à la proposition d'installation. Où il y avait des gens de Reconquête qui... Et puis à la proposition d'installation d'un centre d'accueil de personnes étrangères. Et là, l'extrême droite prend la confiance. On l'a vu avec la manifestation nazie, on le voit là. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que j'appelle vraiment les élus à ne pas battre en retraite face aux menaces et à l'extrême droite, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Et je comprends tout à fait sa décision et je la respecte absolument. Et je sais combien, et pour être bien placé dans ces menaces, je sais combien il est difficile de protéger sa famille, de protéger les siens, et que c'est une angoisse de tous les instants. Et vraiment, il faut l'entendre, c'est une angoisse de tous les instants des élus. Mais là, on a un enjeu qui est de maintenir la démocratie, en fait. Sandrine Rousseau, donc, et enfin, c'était hier soir la première édition de la cérémonie Les Flammes qui célèbre les cultures issues des quartiers populaires. Le rappeur Gazo a notamment remporté la flamme de l'artiste masculin de l'année et la chanteuse Aya Nakamura, celle de l'artiste féminine de l'année. La soirée s'est déroulée au Théâtre du Châtelet. Elle symbolise pour ses créateurs ainsi que pour les artistes la consécration d'une musique aujourd'hui omniprésente. Merci Margot Siffer. Donc dans un instant, nous ferons un point complet sur la situation en Israël avec de nouveaux tirs de roquettes, notamment vers Jérusalem, en tout cas la ville de Beth Shemesh, proche de Jérusalem, et évidemment encore les localités du sud ce matin qui ont subi ces tirs de roquettes. On en parle dans un instant avec Emmanuel Ada. RCJ Midi, Rudy Saada. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Et si vous vous laissiez surprendre par vos prochaines vacances ? Embarquez avec MSC Croisières pour un voyage inoubliable de 11 nuits vers Israël et découvrez Haïfa et Jérusalem en passant par l'Italie, la Grèce et Chypre. Profitez vite de nos offres, à partir de 849 € par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisières.fr. MSC Croisières. Découvrez le futur de la croisière. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Créé en avril 1943 dans la clandestinité, le mémorial joue aujourd'hui un rôle majeur dans la collecte, la préservation des archives de la Shoah et dans le travail d'éducation auprès des jeunes générations. Pour préserver l'histoire de l'oubli et des tentatives de falsification, pour éclairer le présent contre les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire, pour construire l'avenir, nous avons besoin de vous. Faites un don, merci. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, mémorialdelashoah.org. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France.
Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Orte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Orte-France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. RCJ Midi, Rudy Saada. Vous écoutez RCJ Midi consacré en intégralité à l'actualité en Israël. Nous sommes au 4e jour de l'opération Bouclier et Flèche, une opération qui se poursuit. Emmanuel Hadda, des roquettes auraient été tirées vers la région de Jérusalem, plus précisément la ville de Beth Shemesh. Qu'en est-il ? Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs. Alors en effet, aujourd'hui aux alentours de 12h30, eh bien les sirènes ont retenti aux alentours de Jérusalem, dans le Gush Etzion et près de la ville de Beth Shemesh. Effectivement, des roquettes ont été tirées en direct de Gaza. Alors ce sont des roquettes à longue portée. C'est pour ça que le nouveau système de protection, qui n'est pas le dôme de fer, qui s'appelle le bouclier de David, qui est un système d'interception de roquettes longues à longue portée sur des longues distances, et a donc été une nouvelle fois utilisé. Heureusement, ces roquettes donc ont été interceptées. Pour le moment, les habitants de la région sont sur le qui-vive. Tous les abris anti-roquettes, anti-atomiques ont été ouverts par les villes autour de Jérusalem et même à Jérusalem. Voilà, les dépêches tombent toutes les 10 minutes, comme vous le savez, environ, Rudy, par aussi bien les dépêches de Tsahal que les dépêches sur les réseaux sociaux et les réseaux plus privés des médias israéliens. C'est un peu difficile à suivre. Alors, dans le sud, c'est non-stop, c'est incessant. Les alarmes sonnent régulièrement. Les habitants, il faut le rappeler, habitent dans les abris depuis maintenant plus de 2 jours. Les habitants ne sortent pas des abris. Et il y a effectivement une roquette qui est tombée sur une maison à Sderot, qui a provoqué beaucoup de dégâts, mais pas de victimes, heureusement. Voilà les dernières nouvelles. Alors, plusieurs sources ont évoqué une reprise des négociations tôt ce matin via l'Égypte. Qu'en est-il des conditions des uns et des autres ? Alors d'abord, il faut dire que suite à ce qui s'est passé ce matin, le gouvernement a déjà répondu et répété qu'il ne continuerait aucune négociation, à savoir s'il y en a eu ou pas. On ne sait pas parce que tout est au conditionnel. En tout cas, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'il n'y aurait aucune reprise des négociations pour le cessez-le-feu. Pour le moment, vous savez qu'Israël n'aime pas négocier lorsqu'il est sous le feu des roquettes. Israël a besoin d'être en position de force pour pouvoir négocier. Alors, les conditions des négociations, ce que je sais, c'est que les conditions qui ont été imposées par le djihad islamique étaient irrecevables, comme on dit en français. J'avais le mot en anglais qui me montait à l'esprit. Alors, de ce que je sais, le djihad islamique a demandé tout d'abord que la marche des drapeaux de Jérusalem, qui doit avoir lieu le jour de Yom Yerushalayim, vous savez, ce jour de fête qui a lieu à Jérusalem chaque année, qui doit avoir lieu dans quelques jours. Donc, ils ont demandé l'annulation de cette marche et ils ont demandé la restitution du corps d'un des prisonniers palestiniens qui avait fait une grève de la faim et qui était mort des suites de la grève de la faim, soit restitué. Israël a refusé. Et puis bien sûr l'arrêt de l'opération Bouclier et Flèche qui a lieu donc maintenant depuis plusieurs jours. Il faut rappeler que Israël bien sûr est sous le feu des roquettes, mais Israël travaille et agit à Gaza depuis plusieurs jours sans cesse, sans arrêt, aussi bien par l'armée de l'air que par l'armée par la marine israélienne. Emmanuel Hadda, Laurence Goldman en studio avec nous a une question pour vous. Oui, bonjour Emmanuel. La zone autour de Jérusalem, vous l'avez dit, a été ciblée ce matin par des tirs de roquettes. Comment est-ce qu'il faut le comprendre ? C'est la première fois depuis le début des hostilités ?
Écoutez, c'est une menace très sérieuse. Viser Jérusalem, en plus, vous le savez vous-même, les terroristes du djihad ne visent pas très précisément leur envoi de roquettes. Donc, les roquettes peuvent tomber n'importe où, aussi bien à Jérusalem-Est qu'à Jérusalem-Ouest. Donc, ça, déjà, c'est très important de le dire. Maintenant, ça veut dire aussi qu'ils ont des roquettes à longue portée et qu'ils souhaitent les utiliser. Alors, il faut savoir que tout cet armement du djihad islamique vient de l'Iran. On l'a dit ce matin dans le journal de 8 heures. C'est l'Iran qui fournit les armes et les roquettes au djihad islamique. Et donc, l'Iran pousse le djihad islamique à utiliser son armement en lui promettant encore de continuer ce ravitaillement en armement. L'Iran a également appelé les Arabes israéliens et les Arabes de Jérusalem-Est à se révolter, à prendre les armes, à faire des attentats. Donc la menace, on va dire aujourd'hui, elle peut venir de partout. Viser Tel Aviv, viser Jérusalem, bien évidemment, ce sont des menaces très importantes. Merci Emmanuel Hadda. Ce matin, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements israéliens, était notre invité. Et je lui ai demandé dans quelle mesure le djihad islamique était affaibli au début de ce 4e jour d'opération. On l'écoute. Bonjour. Eh bien, on l'espère, car effectivement, beaucoup d'entrepôts, de bases d'entraînement, de salles de commandement du djihad islamique ont été détruites par Tsahal. Mais force nous est de constater que les tirs de roquettes continuent, bien que depuis quelques heures, il n'y en ait plus et qu'ils deviennent de plus en plus difficile pour les terroristes du djihad islamique de se redéployer et de continuer malgré tout à tirer sur Israël. Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre pour Tsahal dans cette opération ? Pour Tsahal, l'objectif c'est celui qui est fixé par le gouvernement, c'est-à-dire que dans les plans de Tsahal, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on sait qu'à un certain moment donné, au niveau politique, on va arrêter cette opération, on va atteindre un cessez-le-feu. On espère que plus l'opération dure, effectivement, plus on aura ensuite de semaines ou de mois de calme et que ça prendra beaucoup plus de temps à chaque fois pour le djihad islamique de se réorganiser. Malheureusement, il ne sera pas effacé de la carte, éliminé complètement. Il renaîtra plus ou moins de ses cendres à un certain moment. C'est donc une décision politique. Ça, lui, a la capacité de continuer à éliminer les personnages qu'il désire supprimer et à détruire les installations desquelles, évidemment, on prépare les attaques contre Israël. Alors, il y a en Israël un fort soutien de la population à cette opération bouclier et flèche. Est-ce que la mort d'un civil hier peut changer la donne sur la manière de répondre ? Non, jusqu'à présent, c'était plus ou moins le cas. On disait tant qu'il n'y a pas de mort, mais il semblerait que ça ne change pas véritablement la donne, puisque on apprend que les pourparlers pour un cessez-le-feu continuent et qu'en fait, le principal obstacle, c'est le djihad islamique, pour la simple raison qu'ils ont reçu l'ordre très clair de Téhéran de ne pas cesser le feu. Les chefs du djihad islamique qui résident à l'étranger, donc pas à Gaza, ont été contactés par les gardiens de la Révolution, qui leur ont dit qu'une signature de cessez-le-feu serait une trahison, une collaboration avec les sionistes. Donc pour l'instant, ils ont ordre de continuer à frapper. Que dire également de l'attitude du Hamas, qui semble en retrait dans cet épisode, dans cette escalade ? Alors là, on ose espérer que le Hamas, en fait, tient à conserver les avantages financiers et économiques que lui ont offert les Israéliens, c'est-à-dire les permis de travail d'ouvriers palestiniens en Israël, les marchandises circulant librement à travers les points de passage. Le Hamas ne voudrait pas donc perdre des plumes et de l'argent lorsque Israël s'est fait signaler clairement et nettement que cela ne concernait que le djihad islamique pour l'instant. Donc on dirait que ça a l'air de marcher. Il y a des pressions importantes de l'Égypte, du Qatar. Le Hamas n'est pas aussi dépendant de l'Iran que l'est le djihad islamique. Il peut se permettre une mesure d'autonomie. Il voit aussi, je pense, la détermination
politique et militaire des Israéliens cette fois-ci. Il voit bien que s'il rentrait dans la danse, il subirait les mêmes traitements et conséquences que subissent aujourd'hui les militants du djihad islamique. C'est-à-dire des assassinats ciblés. Aussi, bien sûr. Personnellement, mon opinion, c'est qu'on aurait dû frapper aussi le Hamas, car ce n'est qu'une question de temps, et nous venons en fait en affaiblissant le djihad islamique et parallèlement un affaiblissement de l'OLP à Ramallah du régime d'Abu Mazen, on vient en fait indirectement de renforcer le Hamas. Le Hamas ressort indemne et plus fort de ce conflit avec le djihad islamique. Et évidemment, il n'y a aucune différence entre le djihad islamique et le Hamas. C'est la même bande de terroristes, de gangsters mafieux qui en plus font réagir une dictature sur le peuple palestinien à Gaza. Le meilleur service qu'on pourrait rendre aux Palestiniens de Gaza, ce serait de les débarrasser de la dictature du Hamas. Voilà, Raphaël Jérusalemi ce matin à notre antenne. Et c'est donc désormais les habitants de la région de Jérusalem qui doivent se rendre aux abris à Sderot. Les habitants, eux, ont moins de 15 secondes pour regagner ces abris. Le reportage réalisé un peu plus tôt dans la semaine par Céline Corsia. Nous nous trouvons à environ 1 kilomètre à vol d'oiseau de la ville de Sderot, sur le site de Chetz HaShachor, dite la Flèche Noire. Un site érigé à la mémoire des soldats et notamment des parachutistes tombés au combat pour la défense d'Israël. De la pointe de la flèche, on distingue clairement Gaza, ses banlieues et ses bâtiments. Nous sommes en effet à seulement 8 km de la ville de Gaza. La première chose qui nous frappe ici, c'est la quiétude, le calme absolu qui règne en ce lieu. Un calme trompeur, bien évidemment, au vu de l'actualité brûlante et des roquettes qui tombent régulièrement dans cette région et sur les habitants de Sderot et des environs. Sderot, justement. Après quelques minutes de route, nous voici déjà arrivés au centre-ville à la rencontre des habitants. Nous nous trouvons en plein cœur de Sderot dans un supermarché avec Ofek, une jeune étudiante qui se trouve ici et qui habite ici depuis 6 mois. Honnêtement, c'est une vie normale malgré les attaques. Je suis originaire du centre et je suis venue ici avec toute ma famille car c'est moins cher. C'est une vie différente, plus calme, plus compacte, plus intime. Oui, parfois j'ai un peu peur des attaques, c'est un peu effrayant, mais on s'y habitue avec le temps. Il y a quelques jours seulement, lundi 1er mai, la sirène retentissait une fois de plus à Sderot en début d'après-midi. Selon Tsahal, une salve de 22 roquettes s'abattait sur la ville, la plupart n'ayant pas été interceptées par le dôme de fer, causant ainsi plusieurs blessés, dont un grièvement. Nous allons également à la rencontre de Eli, gérant d'une boutique d'optique dans le centre-ville de Sderot, qui est originaire et natif de la ville. J'habite Sderot depuis 48 ans et nous vivons tout le temps dans la peur. Quand la sirène retentit, les gens perdent la tête. C'est un cycle qui se reproduit, qui nous affecte et qui affecte notre santé. À cause du stress, on observe une augmentation du diabète et de l'hypertension chez les habitants. Alors, la grande question qu'on se pose et qui nous divise, dois-je partir ? Ma femme ne veut pas rester, par exemple, mais j'ai vécu ici depuis que je suis né. Si je m'en vais maintenant, qu'est-ce qui se passera ? On va s'en aller à chaque fois de partout. Ça ne marche pas ainsi. Il faut réfléchir, s'asseoir et trouver une solution à cela. Nous avons rencontré également Noah, jeune mère de famille, qui a vu il y a quelques années sa meilleure amie fauchée par les débris d'une roquette. J'ai grandi à Sderot et je peux vous dire qu'il y a une différence entre aujourd'hui et avant. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'abri pour se protéger. On était comme des lapins dans la rue qu'on pouvait abattre quand la sirène retentissait. Aujourd'hui, la réalité est différente. Il y a des abris partout, tous les établissements publics et écoles sont protégés. Chaque maison ou route dispose d'un abri. Nous avons été marqués dans notre enfance car nous étions sans protection, sans le dôme de fer. Aujourd'hui, il est possible de grandir ici. Toute la question, c'est que transmets-tu à tes enfants ? Si tu leur transmets la résilience, alors tes enfants iront bien. Ils ne seront pas marqués comme nous l'avons été. Au terme de cette journée passée à Sderot, où règne cette atmosphère un peu étrange, de calme avant la tempête, nous avons ainsi pu aller à la rencontre de ces habitants qui, tout en rêvant d'un avenir plus serein, ou tout simplement plus normal, n'ont pas l'air de vouloir renoncer à leur vie ici et maintenant. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.
Voilà, Céline Corsia pour ce reportage et nous sommes en présence en studio de Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié. Bonjour. Bonjour Rudy. Nous sommes également au téléphone avec Brouria, habitante de Keren Shalom. Keren Shalom qui est un kibboutz soutenu par le Fonds social et qui a été durement touché par les requêtes du djihad islamique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que votre domicile a été touché ainsi que votre voiture. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous. Hier, vers midi, il y avait une alerte et il y avait 3 roquettes qui sont tombées, une carrément sur notre chambre protégée et 2 à l'entourage de la maison. Donc, par les petits morceaux, la voiture a été perforée, les murs, les fenêtres, partout, même par le plafond, il y a des morceaux qui sont rentrés. Donc j'imagine l'effroi et la crainte. Vous avez décidé avec votre famille d'aller vous réfugier un peu plus vers le centre du pays pour ce Shabbat ? Pour Shabbat, on va à l'environ de Jérusalem. Mais on va rentrer dimanche. Cette menace des roquettes sur les localités proches de Gaza est une menace quotidienne avec laquelle vous vivez depuis plusieurs années. Est-ce que cela est différent ? Est-ce qu'on passe un cap quand une roquette touche votre maison, votre lieu de vie ? Non, c'est pas différent. Nous, on habite à Kerem Shalom depuis 2004. Et je dois avouer que même maintenant, après que la roquette a touché ma maison, on se sent plus en sécurité qu'avant. Et on est une communauté très spéciale à Kerem Shalom et très unie. Et l'ensemble, même si on s'éloigne, l'ensemble nous aide beaucoup à vivre ces situations. Alors Richard Audier, vous connaissez bien notre invité et pour raison puisque le Fonds social, je le disais, soutient Keren Shalom, ce kibboutz, avec de nombreuses réflexions, avec des fonds qui sont apportés. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Fonds social fait à Keren Shalom en dehors de ces périodes extrêmement tendues ? Alors d'abord j'embrasse Brouria et tous les amis de Kerem Shalom parce que c'est un endroit magique. Kerem Shalom, ça veut dire la vigne de la paix, puisque ce kibboutz est situé avec 2 voisins, l'Égypte d'un côté et la bande de Gaza de l'autre. Et c'est un endroit magique au sud d'Israël, avec un kibboutz qui est pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plein d'origines, à la fois de la Shomer HaTzaïr et puis les anciennes personnes qui habitaient dans la bande de Gaza et qui sont venues, comme Brouria, il y a 10, 15, 20 ans. C'est un endroit qui, comme le disent souvent les habitants, n'ont pas le temps d'entendre la roquette, les alertes de roquettes, puisque une fois que l'alarme sonne sur leur téléphone, les roquettes sont déjà tombées. Et c'est ce qu'ils vivent depuis 2-3 jours. Et c'est vrai qu'on a décidé, grâce à un legs d'une dame de l'Est, Madame Miropolski, d'aider le kibboutz à reconstruire des structures de protection pour la partie civile du kibboutz, c'est-à-dire un lieu d'accueil pour les enfants. Et ça a été initié. Et puis derrière, on a développé, grâce aux dons, d'autres activités pour refleurir le kibboutz, participer à l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a associé des campagnes de collecte aussi pour eux. J'y serai dans une semaine. Et c'est vrai qu'on a plein de projets avec le kibboutz qui est comme le dit Brouria, c'est un endroit magique puisque c'est tout le rêve sioniste qui est là. C'est-à-dire que c'est refleurir le désert, c'était le rêve de Ben Gurion, c'est de conquérir cette planète dans un lieu difficile. Et puis, c'est des habitants qui ont la diversité du peuple juif, de toute origine, de toute croyance. Et c'est un endroit qu'il faut protéger puisque vraiment ses voisins parfois sont difficiles. On les voit du kibboutz, c'est-à-dire que derrière, il faut bien s'imaginer que c'est un peu comme un périphérique. L'endroit où habite Brouria, vous ouvrez la fenêtre. Alors il y a malheureusement des murs de béton, mais il y a quelques trous derrière ce mur de béton et on voit la bande de Gaza.
Et il faut les aider parce que Broria, c'est vrai qu'elle est le symbole de cet endroit. C'est-à-dire qu'elle est toujours positive. Mais je crois que le rôle du Fonds social, c'est d'être à la fois un soutien moral, mais aussi financier pour ces personnes, pour qu'ils puissent vivre calmement et en paix. Alors justement, Richard Audier, dans ces moments de crise, que fait le Fonds social pour venir en aide dans l'urgence, dans des situations compliquées Là, où il faut partir Oui, on a 3 actions. On a un gros travail d'investissement. On devrait inaugurer peut-être, j'espère, avant Tishri, les 400-500 000 euros de travaux qu'on a fait sur le kibbutz là cette année. Ça, c'est la première chose. Donc, et ces kibbutz vont être, ces installations sont protégées protègent des roquettes. La deuxième chose, c'est aider le kibbutz dans son activité commerciale, notamment sur son agriculture. Et puis, Myriam Fedida, qui est pour nous en Israël avec le FSJU, a eu plusieurs fois le kibbutz et Broria aussi, je crois, pour dire s'il faut évacuer, on prend en charge d'évacuation financièrement. Broria, donc, est-ce que vous pensez revenir chez vous dans un délai pas trop long? Est-ce que vous allez attendre la fin de cette crise pour retourner à Keren Shalom? Avant, je voulais profiter pour remercier la FSJU pour tout son aide, et Richard en tête. Et puis, je voulais aussi dire que la connexion humaine qu'on a avec eux et le fait qu'on est embrassé par eux, ça nous donne beaucoup, même beaucoup plus que les dons matériels. Ça nous touche et on sent que notre vie sur la frontière a une connexion avec d'autres communautés juives. Ça nous aide beaucoup. Pour mon retour, moi, je vais rentrer dimanche avec les enfants. On va seulement pour Shabbat, on n'attend pas, on est d'habitude, on reste chez nous. J'espère qu'on aura l'eau chaude pour dimanche quand on rentre pour prendre la douche, mais sinon, on peut rester chez nous. Il pleut pas, donc les trous, ça gêne pas. Merci Broria pour ce témoignage. Donc, vous, habitante de Keren Shalom, durement touchée par ces roquettes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci Richard. Voilà, merci à tous les deux. Laurence Goldman, nous sommes également en présence du rabbin Kling. Oui, le rabbin Eli Kling, il dirige un campus pour jeunes étudiantes françaises à Netivot et à chaque regain de tension et de violence, il évacue la totalité de ses élèves en direction du centre du pays. Bonjour, rabbin Eli Kling. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Où vous trouvez-vous actuellement avec la quarantaine de jeunes filles de votre école, pardon? Bon, là, on est en train de se balader dans la région de Gush Etzion. Ce qui était prévu de toute façon, même avant les événements. C'est-à-dire, on avait prévu de passer Shabbat dans la région du Gush et de profiter du vendredi pour visiter la région. Donc, ça tombait bien, quoi. On l'a maintenu. Il y a une alerte, des roquettes qui ont été tirées justement sur cette zone du Gush Etzion, autour de Beth Shemesh. Vous étiez à quel endroit à ce moment-là? Oui, on l'a entendu. C'est-à-dire, ce qui se passe, il faut comprendre que plus on s'éloigne de la bande de Gaza, et moins les sirènes sont précises. Nous, par exemple, quand on est proche, lorsque, disons, il y a un tir sur Sderot, alors bien que Netivot soit pas très loin de Sderot, à Netivot, on n'entend rien du tout. Il y a juste les gens qui sont sur la trajectoire du projectile qui entendent la sirène. Tandis que quand on s'éloigne, et quand on arrive dans la région, je sais pas, de Beth Shemesh, de Jérusalem, etc., c'est beaucoup moins précis, ce qui fait que même, il se trouve, donc, on a appris que c'était à Ramat Beth Shemesh. Bon, Ramat Beth Shemesh, c'est quand même des dizaines de kilomètres de là où on était, où on se trouve en ce moment. Mais il n'empêche qu'on l'a entendu quand même ici. Mmh. Comment vont les élèves quand on est au courant, oui. Comment vont les élèves de votre école qui sont avec vous? Elles sont inquiètes, stressées peut-être par la situation? La vérité, c'est que c'est surtout les mamans qui sont stressées, ce qui est un peu normal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mardi, on s'est baladé parce que c'était l'Akba Omer, et ensuite, la tension a commencé à monter. Donc mardi soir, j'ai décidé de pas attendre les premières roquettes, et donc on les a transvasées. Ouais. Pardon. Et donc finalement, on a passé les quelques jours depuis mardi soir. On était à Jérusalem, dans une Noulpena, c'est une école de jeunes filles, qui s'appelle Chorev, qui se trouve à Yerushalayim. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. C'est quand même formidable, ça. J'ai beau être habitué, chaque fois ça m'émeut en fait.
C'est-à-dire la vitesse à laquelle les gens se proposent de nous accueillir, alors qu'il y a quand même 40 filles, quoi, c'est pas évident. Donc pour dormir, pour manger, pour les salles de classe, on leur propose de dédommager, ils nous disent mais non, on va vous donner ce qu'il fallait pour même les repas, ils ont essayé de nous aider, etc. Donc la vérité, c'est cette solidarité israélienne qu'on voit pas trop souvent au jour le jour, vous voyez. Mais on aime bien, comme vous le savez, en Israël, discuter, des fois un petit peu violemment même, etc., pour des choses qui sont importantes. Mais lorsqu'il y a comme ça un coup dur, ou lorsqu'on est, on est en position d'agresser, alors tout d'un coup, on sent réellement cette solidarité. Rabbin Kling, vous restez avec nous quelques instants. On va juste laisser passer une petite page de publicité. On revient avec vous et Emmanuel Ada pour évoquer la situation sur place. RCJ Midi, Rudy Saada. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Idan Rairel. Idan Rairel Project. Dimanche 21 mai, venez fêter Yom Yerushalayim avec le KKL de France sur la scène de la salle Playel. Idan Rairel et ses 13 musiciens. Renseignements et réservations au KKL de France au 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88 sur kkl.fr et point de vente habituel. Dimanche 21 mai à la salle Playel avec le KKL. Idan Rairel. Message de Raymond Soussan, directeur général Horte France. Chers amis experts comptables et chefs d'entreprise, la nouvelle réforme de la formation vous offre la possibilité d'affecter le solde de votre taxe d'apprentissage via la nouvelle plateforme Soltea à partir du 25 mai. Sans le fléchage du solde de votre taxe d'apprentissage, son affectation reste aléatoire et risque de priver le réseau d'écoles d'Horte-France d'une ressource vitale. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre notre mission à laquelle vous êtes pleinement associés. Dès le 25 mai, visez bien. Fléchez les écoles du réseau Horte-France. Téléphone 01 44 17 30 83. Mail ta75@ort-france.fr. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. RCJ Midi, Rudy Saada. Suite donc de ce RCJ Midi où nous évoquons la situation sécuritaire en Israël, notamment dans le sud du pays. Nous étions et nous sommes toujours en ligne avec le rabbin Kling, Laurence Goldman, le rabbin Kling qui accompagne ses élèves dans le centre du pays. C'était, vous disiez, un déplacement qui était déjà prévu. Oui, rabbin Kling, il faut rappeler que votre campus universitaire pour jeunes filles se trouve à Netivot, tout près de la bande de Gaza. Vous êtes, pourrait-on dire, en première ligne et c'est pour cette raison à chaque fois que vous évacuez vos étudiants de la zone. Hein. Voilà, enfin à chaque fois quand on sent que ça devient un petit peu chaud, quoi. Sinon, en général, il se passe pas grand-chose chez nous. Mais quand ça commence à chauffer un petit peu, ouais. Alors en fait, ce qui était prévu, c'est en effet qu'on passe Shabbat de toute façon ici dans le Gush Etzion. Mais les 3 derniers jours, ça c'était pas prévu, ça. Donc on a réussi à trouver, donc comme je vous ai raconté, à Jérusalem. Ouais, beaucoup de solidarité. Voilà, c'est quand même plus simple. Je vais vous dire, en fait, la vérité, c'est que techniquement, on pourrait très bien rester sur place, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de zones sécurisées et pour dormir et pour étudier, etc. Mais bon, psychologiquement, c'est pas toujours agréable quand on entend les sirènes. Les parents, évidemment, sont très inquiets à chaque fois. Les parents qui sont en France, il faut le rappeler, vos étudiantes sont d'origine française. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas propice à une étude sereine, etc. Donc, c'est essentiellement la raison pour laquelle je préfère, en général, dans ces genres de situations,
trouver de quoi les éloigner un petit peu et puis revenir ensuite, quoi. Une dernière question, Rabbin Kling. Vous allez passer Shabbat dans un kibbutz à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire dimanche matin? Ah ben non, ben non. Le Hamas m'a pas prévenu, donc ni le djihad islamique, donc je sais pas. Si les choses se calment, eh bien on rentre chez nous. Et puis s'ils se calment pas, on essaierait de trouver encore une possibilité de rallonger un petit peu notre séjour dans les environs de Jérusalem ou autre part. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas un problème. Il y a vraiment une grande solidarité à ce moment-là. Et j'en profite pour remercier la Ulpena donc de Chorev de nous avoir accueillis si chaleureusement. Merci Rabbin Eli Kling, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de RCJ et on vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom, au revoir. Shabbat Shalom à vous. Je me tourne vers Emmanuel Ada qui est à Tel Aviv. On vient d'entendre plusieurs témoignages en direct. On sent les Israéliens évidemment habitués mais aussi très déterminés et prêts à laisser à l'armée israélienne, à Tzahal, le temps donc d'aller plus loin dans cette opération. Est-ce que vous avez ce sentiment d'unité et de patience, de résilience? Alors oui, tout à fait, comme le disait le Rav Kling à l'instant, on a beau se chamailler tout au long de l'année, lorsqu'on est en danger, on laisse faire le travail de Tzahal, du Premier ministre, du chef d'état-major, et il y a, comme vous l'avez dit, une solidarité qu'on peut voir déjà sur les réseaux sociaux. Tous les gens ont invité les gens du Sud à venir passer Shabbat chez eux. Les maisons sont ouvertes. Il y a une hospitalité très forte. Il y a également, en tout cas, on a beaucoup de respect pour les gens du Sud en Israël parce que ils vivent quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter de vivre pendant plusieurs jours avec des enfants dans des abris fermés sans pouvoir sortir, entendre sans arrêt des booms et puis voir les mouvements militaires. Ils voient l'armée se déployer tout autour d'eux, donc c'est effectivement très traumatisant. On le sait, on travaille sur ça toute l'année avec la population du Sud. Donc effectivement, on leur tire notre chapeau, on les aime, on les estime, on les admire pour ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent. Et puis cette forme de résilience, comme vous l'avez dit, qu'ont les Israéliens, elle est toujours là, à rude épreuve, bien évidemment, mais elle est toujours là et on tire le chapeau à toute la population israélienne. Rudy, j'aimerais juste annoncer que depuis quelques minutes, il y a une dépêche qui est tombée où Israël annonce et menace le Hamas. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Raphaël Jérusalemi, ça ne concernait jusqu'à maintenant que le djihad islamique, qui sont un petit peu les voyous du mouvement terroriste de Gaza, des mouvements terroristes de Gaza. Le Hamas s'est tenu à l'écart pour plein de raisons. Et là, visiblement, Israël menace également le Hamas en disant que les opérations militaires n'épargneront pas le Hamas comme le djihad, puisqu'on considère qu'ils sont tous les deux nos ennemis et que on peut pas séparer les activités terroristes du Hamas et du djihad, puisqu'ils sont, même s'ils sont frères ennemis, ils restent frères. Oui, une manière effectivement de mettre la pression sur le djihad islamique, alors qu'on le sait, des négociations ont commencé. Emmanuel Ada, vous restez avec nous et puis on reviendra sur la situation sécuritaire en toute fin d'émission si cela est nécessaire. On va parler maintenant d'une initiative. On va recevoir, et nous recevons en studio, Laura Benamou et Ariel Koselev. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rudy. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Vous êtes étudiant israélien, membre de Diploact. Vous avez passé cette semaine en France. Alors Diploact, c'est un programme qui forme des étudiants israéliens comme vous à la défense de l'idée sioniste sur la scène internationale. Et Églantine Delalleux, vous les avez accompagnés. Oui, pour la deuxième année consécutive, l'UEJF et Diploact lancent le tour des campus pendant plusieurs jours. Ils vont à la rencontre d'étudiants français à l'université de Créteil, Nanterre, Lyon ou encore Tolbiac afin d'échanger sur les idées reçues sur Israël. Pour Eden Tal, étudiante à l'université hébraïque de Jérusalem, le but principal est de donner une autre vision de l'État hébreu. Je n'irai pas sur le mot changer, parce que je pense que d'abord chacun a son opinion, et puis c'est très compliqué de changer les opinions, mais plutôt de donner un autre angle et de montrer que, et aux étudiants juifs et à tout le monde, que parler de sionisme que le sionisme n'est pas quelque chose de tabou, qu'on peut en parler, que ça existe, qu'il y a deux côtés à ce conflit, que la situation est beaucoup plus compliquée que ce que les médias peuvent raconter au jour le jour. Je ne pense pas que ça va changer des opinions, mais plus ouvrir les esprits.
Sur le terrain, les réactions des étudiants sont différentes, comme a expliqué Isaac, étudiant en sciences politiques et journalisme à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il y a ceux qui viennent nous parler d'eux-mêmes. C'est assez rare, mais ça arrive. Très souvent, ou des gens pour venir nous dire bravo et qui sont fiers et qui sont derrière nous, ou complètement l'inverse, directement ils voient un drapeau d'Israël, ils vont venir nous engueuler et essayer de chercher une confrontation. C'est une partie minime. Il y a ceux qui nous regardent, qui passent, et j'ai des partiels, j'ai des cours. Et il y a ceux qui vont nous regarder et attendent au fait qu'on aille les voir. Si ça se passe plutôt bien lors des échanges, hier, le groupe a découvert des tags antisémites à l'université de Saint-Denis. Réaction avec Raphaël, étudiant à l'université de Ben Gurion, qui était sur place. À Saint-Denis, nous avons réussi à parler à certains élèves et nous avons pu voir des groupuscules très très politisés, d'extrême gauche surtout, qui ne reconnaissaient pas la légitimité israélienne. Et certaines discussions furent extrêmement difficiles. Mais nous avons quand même réussi à parler à un bon nombre d'élèves et de beaucoup de bords politiques et avec des avis peut-être très anti-israéliens, très influencés par la propagande pro-palestinienne, mais ouverts quand même au débat. Malheureusement, en nous baladant dans le campus, nous avons regardé un peu à droite à gauche les graffitis installés dans le campus et nous avons vu un graffiti où en dessous de Free Palestine, il y avait marqué 39-45, nous sommes de retour, soyez prêts. Des tags clairement antisémites au milieu du campus. Alors après la découverte de ces tags, l'UEJF et Diploact ont décidé d'acheter de la peinture et de repeindre le mur. Merci Églantine, Laura et Ariel. On sait que ce genre d'échanges sont parfois difficiles. Est-ce que le contexte actuel de l'opération israélienne à Gaza a compliqué les choses et le dialogue ? Moi, j'ai pas senti réellement de complications, Rudy. Les gens n'étaient pas tellement conscients. C'est-à-dire que les médias français ne couvrent pas ce qui se passe pour l'instant en Israël. On n'a pas senti de réelle aggravation. Mais je pense que si ça continue si l'opération israélienne continue et si les répliques du djihad islamique se poursuivent, ça peut s'envenimer sur les campus, tout à fait. C'est-à-dire que les critiques qu'on a l'habitude de rencontrer sur les campus sont habituellement les mêmes. On va nous reprocher d'être un État apartheid ou d'être des colonisateurs. On remet en question la légitimité d'un État juif, l'État d'Israël. C'est ce genre de choses que l'on rencontre au quotidien et moins des questions d'actualité, malgré que, c'est vrai, ils voient ce genre de désinformation au quotidien dans les réseaux sociaux, dans les médias. Ils entendent parler de l'actualité, mais d'une manière qui n'est pas réelle. Alors, vous avez parcouru plusieurs facultés avec, on va dire, des sensibilités différentes. Est-ce que vous avez réussi à convaincre des gens qui étaient farouchement antisionistes ? Comme le disait Edental, du coup, dans le reportage qu'on entendait, l'objectif n'est pas réellement de convaincre ces étudiants, mais d'apporter un témoignage qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, un narratif, voilà, celui d'un Israélien sioniste qui vient présenter ce qu'il vit. On a réussi à se mettre d'accord sur de nombreux sujets, comme le fait que le peuple juif est un peuple, chose qui ne leur paraissait pas toujours évident, et du coup un peuple qui mérite, qui a le droit plutôt d'avoir une terre, donc sur la légitimité de l'État. Certains nous ont légitimé le terrorisme. On a entendu des propos tels que il est normal de tuer des civils juifs, c'est ce qu'ils appelaient la résistance. Donc on a réussi à se mettre d'accord sur le fait de tuer des civils, c'est du terrorisme, ce genre de choses. Peut-être qu'ils seront moins virulents la prochaine fois, mais de là à dire qu'on en a fait des sionistes, je ne m'avancerai pas. Est-ce que vous avez vu un changement de mentalité en 2 ans, vu que ça fait 2 ans que cette initiative a été mise en place, Ariel ou Laura ? Écoutez, l'année dernière, on avait été agréablement surpris par la curiosité des étudiants, le fait tout simplement qu'ils soient prêts à venir nous parler, ça nous avait déjà étonnés. Je ne pense pas qu'une semaine de délégation soit très représentative de ce qui se passe. Il faudrait demander plus à des étudiants juifs qui vivent cet antisémitisme, cet antisionisme au quotidien. C'est vrai que cette année, on a eu des conversations plus difficiles et il serait intéressant de voir pourquoi.
Mais je pense que c'est des choses qui arrivent toute l'année. On a une personne de Diploact, justement, Edental, qui disait qu'il y avait une vraie remise en cause aujourd'hui de l'existence même de l'État d'Israël, ce qui est rare et on ne l'entendait pas l'année dernière, par exemple, sur les campus. C'est aussi votre avis ou... En fait, moi je me suis rendu compte, le premier jour où on est allé sur les campus, on était à Créteil et il y a certains étudiants, on dit le mot Israël, ils s'enfuient, quoi. C'est comme on pourrait se dire... On a l'impression qu'on est dans un pays type Liban et qu'ils sont au contact d'un Israélien et qu'ils ont peur qu'on les voit dans les médias avec un Israélien. Là, on est en France, on dit le mot Israël, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, et ils ont peur. Ils ont peur qu'on discute d'Israël avec des franco-israéliens. C'était une personne isolée. À l'inverse, on a eu des gens qui, par exemple, je vais citer son nom, elle s'appelle Meriem, elle est venue avec un ami, je l'ai abordée, elle avait un ami qui était juif à côté d'elle, et le fait qu'elle connaisse des juifs dans son entourage, tout de suite elle avait un discours beaucoup plus apaisé, beaucoup plus prompte à discuter en fait. Elle nous disait que sa grand-mère s'était remariée avec quelqu'un d'origine palestinienne, et elle nous disait, vous savez, ma grand-mère elle a toujours dit... la Palestine, tout ça, à la base, ça appartient aux Juifs. Donc des discours complètement fluides, Enfin, le discours était possible. Je veux dire, il n'y avait pas d'animosité avec cette jeune demoiselle de Créteil, alors qu'à l'inverse, comme je l'ai dit au début, la personne avec qui on a dit le mot Israël et qui s'est enfuie, on sentait que c'était vraiment quelque chose, une corde sensible qu'on pouvait même pas... qu'on pouvait pas aborder, quoi. Quelque chose... Et est-ce que les gens qui viennent vous féliciter sont forcément juifs ? Pas forcément. Et souvent, ils sont contents d'avoir eu l'occasion pour la première fois, comme je le disais, de parler avec un Israélien. C'est quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas d'autres occasions de faire dans leur vie. Donc, qu'on leur apporte un autre témoignage, leur permettre d'avoir un esprit plus critique la prochaine fois qu'ils verront les médias. Ils nous ont remercié d'apaiser les tensions parce que c'est vrai qu'on prône un message pro-paix, voilà, vivre ensemble, on vient échanger, discuter, justement réfléchir à comment on pourrait agir au quotidien pour lutter contre cet antisémitisme même en France. Donc ils nous ont remercié de ça, voilà, on leur explique que les colonisations du royaume d'Israël dataient bien avant l'arrivée du prophète Mahomet, que c'est pas une guerre de religion, qu'on est en paix avec des pays arabes comme Bahreïn ou les Émirats arabes, et que du coup, c'est des choses dont eux ne se rendent pas compte. Ils ont l'habitude de penser que c'est les juifs contre les musulmans, et donc nous remercie de leur faire se rendre compte que non, c'est bien plus compliqué que ça, et on n'a pas à être en guerre avec ni musulmans ni juifs. Il y a des étudiants qui ont un peu changé d'opinion en vous parlant, qui se sont apaisés face à vous quand vous avez discuté. Alors, moi, j'aimerais préciser qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas d'opinion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'opinion. Oui, on parlait de désintérêt ou même de méconnaissance. Voilà, méconnaissance. Et c'est-à-dire quand ils nous voient, ils se disent « Ah, au fait, un Israélien, ça ressemble comme un humain normal. Ils ont fait l'armée, mais ils nous ressemblent. Ils ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Ils ont fait de Sahel, mais ils aiment bien... Alors, moi, j'aime bien le piano, donc ils peuvent s'identifier avec la musique. Ou on a tous des hobbies, donc on parle aussi de sujets qui ne sont pas liés à Israël. Leur but, c'est de montrer que les Israéliens, c'est un peuple comme un autre. Le peuple juif est un peuple comme un autre. Les Israéliens, les gens qui vivent en Israël, ce sont des gens, toutefois, certes, normaux. Et après, les gens qui sont contre, qui sont anti, comme le disait Laura, on n'a pas pour vocation de les persuader ou de les convaincre. Mais le fait qu'ils voient qu'il y a des gens qui sont envoyés, qu'on envoie pour parler d'Israël, je pense que ça les apaise un petit peu. Je pense que la prochaine fois qu'ils iront dans leur collectif pro-palestinien, ils se diront « Ah tiens, c'est vrai que j'avais discuté avec Edental, j'avais discuté avec Isaac, et je vais m'y reprendre avant de balancer tous ces tracts anti-israéliens. » Certains refusaient de venir en Israël quand on leur disait « Est-ce que ça te dirait de venir nous voir un jour en Israël ?» Voilà, à Tel Aviv, on ne leur parle pas forcément de zones qui sont plus conflictuelles. Ils refusaient au début de la conversation, à la fin ils étaient prêts. On a distribué nos cartes de visite, nos adresses e-mail. Si vous entendez quelque chose, si vous vous posez des questions sur Israël, parlez-nous. Il y en a qui nous ont réclamé ces contacts-là, qui nous ont suivis sur nos pages Instagram, où on publie donc Diploact France, où on publie régulièrement des corrections d'articles, ou alors on se sert de sources palestiniennes du Hamas, du Fatah, de groupes terroristes qui sont fiers de présenter leurs martyrs, leurs combattants, leurs terroristes comme des combattants. Et du coup, ça nous permet de prouver que quand on parle de jeunes Palestiniens innocents, il faut aussi aller regarder les sources palestiniennes qui sont fiers de parler de leur activité terroriste.
Ariel ? Encore une chose, hier on était à Lyon, j'étais à Lyon 1, Lyon 3, et certains étudiants qui n'ont pas de passeport français en France, et c'est une chose qui est très bien, des étudiants algériens, et ils me disent, moi j'aimerais bien aller en Israël, mais c'est pas possible, on n'a pas de relation diplomatique avec Israël. Donc ça nous montre qu'il y a une réalité quand même aujourd'hui qui est géniale, c'est-à-dire on arrive en France sur un terrain à peu près neutre pour se faire parler des étudiants algériens qui étudient en France avec des étudiants franco-israéliens. C'est quand même génial. Moi, je trouve ça génial. C'est un dialogue qui n'est pas possible en Algérie et on ne peut pas les faire venir en Israël pour l'instant. Donc, À vous entendre, on a le sentiment d'un bilan extrêmement positif de cette semaine. Est-ce que vous avez du découragement ou beaucoup d'espoir après avoir discuté avec les étudiants de toutes ces facs qu'Églantine a citées ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai surtout beaucoup de force à faire ça parce que l'intérêt aussi, un de nos intérêts, on pense à la communauté juive française en fait. Il y a une importation du conflit israélo-palestinien en France. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une communauté juive qui vit ici au jour le jour. On va les voir le soir. On a plein de communautés dans lesquelles on est allé. On est allé au centre Edmond Flegg, on est allé à Macomb, on est allé à Écuges, on est allé dans plein d'endroits. Et c'est pour ces juifs-là qui sont en France qu'il faut qu'on continue la bataille, qu'on continue le combat, parce qu'on ne peut pas laisser cet antisionisme qui est en fait de l'antisémitisme s'immiscer comme ça dans la société française, parce que c'est trop dangereux. Et vous l'avez vu avec les tags en plus à Saint-Denis. Ah oui, on l'a vu hier, Laura l'a vu, moi j'étais à Lyon, mais c'est trop dangereux, On veut pas d'affaires, je veux pas dire de nom, mais il y a eu trop d'affaires d'antisémitisme qui se sont mal finies dans les 20 dernières années, et ça on n'en veut pas, c'est pas possible. Et dernière petite question, l'année prochaine vous continuez, vous allez refaire ce tour des campus, vous souhaitez aller en dehors de Paris, même plus loin que Lyon ? Exactement, donc cette fois-ci on a été juste à Paris et à Lyon, on compte refaire une délégation au mois d'octobre, donc à la rentrée scolaire de l'année prochaine, et en faire de plus en plus, pourquoi pas 2 délégations en parallèle, une à Paris, une dans le sud de la France. On invite, donc on est en contact évidemment avec l'UEJF, mais on invite les étudiants juifs de France à rentrer en contact avec nous. On a reçu plusieurs messages, s'il vous plaît, venez à Yavne, venez à toutes sortes d'endroits, parce qu'ils ont vu qu'on avait commencé à faire les lycées maintenant, on était aussi présents à Haute-Zaratora. Donc tenez-nous au courant de la situation, si vous sentez que dans votre campus il y a de l'antisémitisme, il y a de l'antisionisme, vous voyez ces mouvements-là de BDS manifester, on sera là, on viendra. Eh bien, on continuera de vous suivre, donc Ariel Kosselef et Laura Benamou de Diploact. Merci à vous et merci à vous, Églantine Delalleux. Merci à vous. Dans un instant, dans RCJ Midi, on a pris, vous l'avez vu, un peu de retard. On va un petit peu déborder sur cette émission un peu exceptionnelle, étant donné l'actualité extrêmement dense de ce vendredi. Donc, dans un instant un peu plus léger, on parlera d'un moment très attendu par le consommateur israélien, l'arrivée des supermarchés Carrefour. C'était mardi dernier, un peu partout dans le pays. Vous écouterez les réactions sur place et on écoutera Patrick Lafargue, le directeur exécutif du partenariat international de la marque. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Avec ma gueule de métèque. Il y a 10 ans, Georges Moustaki nous quittait. RCJ et le département culture du FSJU vous convient à une soirée exceptionnelle le 16 mai à 20h à l'Espace Rachi. Moustaki en toute intimité. Une soirée hommage aux métèques, aux juifs errants, aux pâtres grecs. Avec des témoignages de ses proches, des images inédites et évidemment des artistes qui reprendront ses plus grands succès. Réservez très vite sur culture-juive.fr, culture-juive.fr et rendez-vous le 16 mai à 20h à l'Espace Rachi. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02.
Suite de ce RCJ midi un peu plus long que d'habitude, vous retrouverez Florence Berthoud dans une dizaine de minutes pour un livre, un lecteur. On va maintenant parler de l'arrivée de Carrefour dans un contexte d'inflation spectaculaire en Israël. L'arrivée des supermarchés français était attendue depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, à l'image d'ailleurs de Decathlon il y a quelques années. Carrefour a fait son arrivée donc dans l'État hébreu cette semaine avec pour ambition de se faire une place auprès des grands groupes israéliens. Reportage signé Céline Corsia en Israël. Nous nous trouvons à Tel Aviv maintenant en direct depuis l'ouverture d'un magasin Carrefour qui est évidemment ici un événement majeur, un événement dont tout le monde parle ces derniers jours. La foule est venue nombreuse assister à l'inauguration et à l'ouverture du magasin. La foule se presse déjà devant les portes. Nous allons à la rencontre de certains d'entre eux. On est super contents. Alors vraiment c'est propre, c'est bien rangé. Il y a vraiment, c'est du bonheur. Il y a vraiment. Il y a de tout. Il faudrait venir plus souvent. Je suis venue pour avoir les produits français en Israël. On attend ça depuis longtemps et on va voir ce qu'il y a, ce qu'ils proposent et les prix, etc. Alors les gens se sont engouffrés dans les rayons en achetant de manière, il faut le dire, quasi compulsive tout ce qu'ils peuvent trouver à leur portée. Les réactions diverses sont tout de même l'étonnement devant des prix effectivement très attractifs pratiqués ici. Je vous donne un exemple. Le paquet de galettes au chocolat qui est vendu traditionnellement en Israël à peu près pour une vingtaine de shekels est ici affiché à 4 shekels 90. Donc vous voyez effectivement que les gens se ruent. Pourquoi les gens se ruent finalement sur ces produits-là, ou bien les compotes de pommes qui sont ici vendues au prix de 14 ou 15 shekels sont ici vendues à 3 shekels. Forcément, ça donne envie d'acheter. Nathanaël Shalom, vous travaillez à Carrefour Israël. Comment se passe cette première journée? Nous sommes émus. Nous ouvrons une franchise Carrefour. C'est une nouvelle chaîne de supermarchés qui apporte une nouvelle vision à Israël avec des prix attractifs. Il y a ici des prix que propose Carrefour qui sont beaucoup moins chers que les prix pratiqués en Israël. Les gens attendent ce renouveau avec impatience. S'ils attendent que la franchise ouvre dans tout Israël, tout le monde attend cela. Nous nous trouvons avec Eric qui fait partie du groupe Carrefour et qui est conseiller franchise. Eric, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée cette ouverture de magasin? Très très bien, puisqu'on a travaillé avec les équipes de Yonette Bittan pour ouvrir le magasin. On a passé pratiquement un mois pour la fin pour ouvrir le magasin, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les équipes, on les a formés, travaillé ainsi de suite, et puis surtout implanté nos produits Carrefour dans tous les magasins. Est-ce que les gens connaissaient les produits Carrefour ici? Oui, parce qu'on a une clientèle qui vient de France, donc ils étaient assez contents de retrouver les produits Carrefour qu'ils trouvent d'habitude en France. Oui. Carrefour annonce que l'ouverture de ces magasins en Israël va avoir un réel impact sur les prix ici en Israël. Qu'en pensez-vous? Il suffit de voir les prix qui sont mis sur les produits, c'est-à-dire qu'on est à peu près 10 à 15% moins cher que les produits vendus habituellement ici en Israël. Alors justement, les produits, parlons-en. Vous n'avez pas encore toute la gamme de produits que nous connaissons en France. C'est quelque chose de progressif? C'est progressif, oui. Pour le moment, on est à peu près à plus de 1000 produits et puis on va grimper progressivement en fonction de la légalisation de chaque produit. À quand les fromages, Carrefour? On verra bien. Ça sera en fonction de l'autorisation d'importation. Un an après la signature de l'accord entre la société israélienne Electra et le groupe Carrefour, ces 50 enseignes qui ont ouvert aujourd'hui pour un investissement de plus de 250 millions de shekels seront suivies par une cinquantaine d'autres qui ouvriront d'ici la fin de l'année dans tout le pays. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ. Voilà donc Céline Corsia. Et suite à cette inauguration, Margot Siffer s'est entretenue avec Patrick Lafargue. Il est le directeur exécutif du partenariat international de Carrefour. Vous avez été surpris par l'accueil, pour ne pas dire l'engouement qu'a suscité l'ouverture des magasins Carrefour mardi en Israël. On a été forcément surpris parce que c'est vrai qu'on s'attendait à avoir beaucoup de monde. Nous avons déjà mis en vente les produits Carrefour depuis le mois de juin 2022, notamment du chocolat, puis ensuite des céréales, de l'huile d'olive, des capsules de café et d'autres produits. Et on voyait déjà depuis les juin, il y avait quand même un engouement très très fort pour nos marchandises qui ont cet avantage, certes qualitatif, bien sûr, comme les produits en France, mais aussi au niveau tarifaire, puisqu'elles sont entre 20, 40, voire 50% moins chères que les marques nationales. Donc on s'attendait à un engouement assez important et il est vrai que l'affluence d'hier dans les magasins auxquels nous avons participé avec Alexandre Bompard et la délégation Carrefour de Ranana et Beth Shemesh ont été au-delà de nos espérances. Une affluence record, des caddies très très pleins.
Et j'ai eu des retours de toutes mes équipes sur les 48 autres magasins que nous avons ouverts en Israël, qui témoignent aussi d'une influence record des files d'attente pour entrer dans le magasin avant l'inauguration. Donc on est très très satisfait de cette première journée. Et quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face pour installer Carrefour en Israël, notamment je pense au niveau des taxes et du caractère cachère des produits? Absolument. Alors, on a eu en fait plusieurs obstacles. On a déjà un partenaire d'excellente qualité avec Electra Consumer Products, des équipes qui sont très bien, qui ont racheté un réseau en mai 2021 qui est dans un état d'actifs, de matériel relativement ancien. Donc, on a certes ce problème que vous évoquez de réglementation de taxes et de cachère route, qui était absolument nouveau pour nous chez Carrefour, et qu'on a su surmonter en un temps record, un peu moins d'un an. Mais en parallèle de ça, il y avait aussi un obstacle assez majeur de remettre des magasins au niveau, changer des carrelages, des gondoles, des systèmes de caisse, des éclairages, former du personnel qui n'avait pas eu de formation depuis déjà de nombreuses années. Donc, il y a eu un travail assez colossal qui a été fait par notre partenaire franchisé sur, on pourrait appeler le back-office, donc l'acquisition de tous ces équipements, le recrutement de nouvelles équipes. Et ensuite, au niveau produits, on a aujourd'hui plus de 400 produits alimentaires cachers et environ un peu plus de 700 produits non alimentaires, ce qui fait un total de 1200 produits. C'est une première étape. On a une ambition beaucoup plus importante en termes de marchandises et les obstacles sur le cachère ont été bien sûr importants. Comme je vous l'indiquais, on a su les surmonter avec une très grande aide de notre partenaire et de rabbins qu'il avait sur Israël, qui nous ont permis de certifier les marchandises avec nos fabricants en Europe. Alors, il y a ce chiffre qui circule qui indique que Carrefour en Israël serait plus cher de 30% que Carrefour en France. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi cette différence? Alors, il y a forcément un écart de prix. Tout simplement expliqué bien sûr par la logistique, un peu de certification cachère. Le 30% est un peu élevé. On estime, nous, qu'on va être entre 15 et 25% plus cher. C'est ce qu'on voit d'après les premiers produits qu'on a envoyés. Il y a forcément une différence avec les éléments que je vous ai indiqués, donc c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est très satisfaisant, c'est qu'on reste, comme je vous l'indiquais, 20 voire 50% moins cher que les marques nationales. Donc on apporte pour le consommateur israélien, par la société israélienne, une véritable amélioration du pouvoir d'achat. Et on voit déjà, on s'y attendait à une petite guerre des prix avec des concurrents qui commencent à ajuster leurs prix à la baisse, parce que sinon, tous leurs clients vont venir dans ce nouveau réseau Carrefour. Et dernière question, est-ce que Carrefour a d'autres projets en Israël après ce lancement? En fait, c'est une première étape. L'enjeu était d'ouvrir un nombre important de magasins, donc 50 magasins, avec une délégation importante emmenée par Alexandre Bompard. Donc c'est une première étape. Le réseau compte 80 autres magasins que nous allons passer sous enseigne. On compte en passer une trentaine d'ici la fin de l'année 2023. Le reste passera très certainement au premier semestre 2024. Une fois qu'on a ce réseau composé de grands magasins, de magasins de format supermarché et de petits magasins, donc on a des enseignes Carrefour Hyper, Carrefour Market et Carrefour City, on a bien entendu l'ambition d'accroître le réseau. Alors ça peut être un accroissement du réseau, soit par création de nouveaux magasins, ce qui prend un petit peu de temps, soit par l'acquisition de petites chaînes. Et c'est ces discussions qu'on a avec notre partenaire pour voir comment on peut agrandir le dispositif. Et puis on envisage aussi éventuellement, si c'est pertinent, de mettre en place le modèle cash and carry qui s'appelle Supeco, que nous avons développé avec beaucoup de succès dans des pays comme l'Espagne, la Roumanie, l'Afrique de l'Ouest et plus récemment en Égypte. C'est un format de magasin cash and carry avec peu d'investissement, moins d'équipes et qui peut répondre à des zones de chalandise en Israël mieux que l'enseigne Carrefour. Donc on a ces étapes progressives, marchandises, mise sous enseigne de 50 magasins du reste du parc, et ensuite bien sûr on ne compte pas en rester là. Et je ne voudrais pas aussi oublier bien sûr l'activité e-commerce qui est très forte en Israël, avec des livraisons à domicile. On a une ambition importante avec ce partenaire Electra Consumer Products qui a fait l'acquisition d'une marketplace qui s'appelle Quick, qui permet donc de récupérer bien sûr des informations sur des clients et puis d'accélérer le développement du e-commerce en complément du commerce physique. Merci beaucoup Patrick Lasfargue pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes donc directeur exécutif du partenariat international de Carrefour. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Voilà donc pour cet entretien réalisé par Margot Siffer. Je me tourne pour terminer cette émission vers vous, Emmanuel Ada. Alors je me tourne vers la journaliste, mais aussi vers la consommatrice. Qu'avez-vous pensé de cette arrivée tant attendue de Carrefour en Israël ?
Bon, alors tout d'abord, il faut dire que sur les réseaux sociaux, les deux sujets principaux qui ont été traités cette semaine, c'est bien sûr la guerre à Gaza et les roquettes, mais également l'ouverture de Carrefour en Israël. Alors, c'est par hasard que Carrefour ait choisi Israël cette fois-ci, puisque c'est le 50e pays dans lequel Carrefour s'implante, et ils ont ouvert 50 sniffim, comme on dit en hébreu, 50 magasins Carrefour dans le pays. Alors, ce que je sais que je peux quand même vous rapporter, c'est le petit bémol à l'ouverture de Carrefour, c'est que Jérusalem, la capitale du pays, se sent un peu lésée parce que le seul magasin Carrefour qui a été ouvert, il a été ouvert dans un quartier qui ne concerne pas trop le public français, c'est le quartier de Beth Hakerem. Et puis c'est un tout petit Carrefour, c'est pas le méga Carrefour comme celui qu'ils attendaient impatiemment. Voilà, donc ça c'est déjà le premier petit bémol, mais comme l'a dit tout à l'heure le responsable de Carrefour, il y aura d'autres magasins qui ouvriront. Alors bien sûr que les prix pour les produits français sont très intéressants, mais pour les produits locaux, ils ne le sont pas, en tout cas pas moins ou pas mieux, pas plus que les grosses chaînes de magasins israéliens comme Rami Levi ou Ocherad. Merci à vous, Emmanuel Haddad, de nous avoir accompagnés tout au long de ce RCJ midi un peu plus long que d'habitude, étant donné l'actualité en Israël. Florence Berthoud vous attend, c'est tout de suite. Je m'excuse auprès d'elle. C'est dans un instant, c'est un livre, un lecteur. Très bon Shabbat, très belle journée et très bon week-end sur RCJ. RCJ midi, Rudy Saada.